Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir les effets physiologiques du courant électrique. Voici le plan. On va commencer d'abord par définir les effets du courant électrique sur l'organisme humain. Ensuite, les facteurs qui peuvent aggraver l'électrocution. Après quoi, nous allons voir le principe de fonctionnement d'un disjoncteur différentiel qui est un appareil de protection contre ce genre d'accident électrique. Premièrement, les effets physiologiques du courant électrique lorsqu'il traverse un organisme humain. Alors, on distingue l'effet thermique, l'effet tétanisant, respiratoire et circulatoire. Alors, le premier effet, ça touche la peau et on peut le rencontrer sous forme de brûlures plus ou moins graves en fonction de la nature du courant, sa valeur et la durée de passage de ce courant sur l'organisme. Le deuxième effet, ça touche les muscles. C'est la contraction des muscles. Donc, lorsque le courant est important, les muscles vont se contracter et cette contraction peut provoquer, par exemple, le non-lâcher du courant. Le troisième effet, c'est l'effet respiratoire. Alors, il peut y avoir des problèmes au niveau respiratoire, au niveau des poumons. Et le quatrième, c'est l'effet circulatoire. Ça concerne le cœur de la personne. Si le courant est très important, alors le cœur peut subir ce qu'on appelle des fibrillations. Alors ces fibrillations, ça provoque malheureusement soit des dysfonctionnements au niveau de la fréquence cardiaque et ça peut aussi provoquer malheureusement la mort. Alors nous allons voir dans la suite ces différents effets en fonction de la valeur du courant électrique. Dans cette illustration, nous allons voir les effets du courant électrique sur les parties du corps humain en fonction du passage de ce courant sur la peau, les muscles respiratoires, le muscle cardiaque ou bien au niveau du système nerveux. Lorsque le courant électrique traverse la peau d'un humain, il peut y avoir une faible sensation qu'on appelle picotement. C'est une faible perception d'un faible courant. Mais si le courant est très important, il va y avoir des brûlures plus ou moins graves. Au niveau des muscles, la tétanisation des muscles, c'est-à-dire cette contraction, va provoquer le collage de la victime, d'où impossibilité de se libérer de la partie active. Au niveau des poumons, l'électricité peut provoquer l'asphyxie. Au niveau du cœur, la fibrillation ventriculaire causée par un dysfonctionnement de la fréquence cardiaque peut entraîner des effets plus ou moins fâcheux pouvant aller jusqu'à la mort. Et au niveau du système nerveux, la perturbation de ce système causée par le passage du courant électrique peut provoquer l'inhibition de certaines fonctions de l'organisme, d'où des effets fâcheux également pouvant provoquer la mort. Dans ce tableau, nous allons voir les effets du passage du courant alternatif sur le corps humain d'une manière quantitative, qualitative et temporelle. Signalons au départ que quelques milliampères sont dangereuses pour le corps humain.
Alors on va voir d'une manière progressive, c'est-à-dire d'une manière croissante, les effets sur l'organisme humain. Donc 0,45 mA, c'est une très faible valeur du courant électrique, peut être perçue au niveau de la langue. 0,6 peut être perçu par la peau, c'est-à-dire une perception cutanée, chez la femme. 1 mA est perçu par la peau d'un homme. Alors 6 mA, il est perçu, mais d'une manière douloureuse, c'est-à-dire 6 mA, elle est douloureuse pour l'être humain. 8 mA peut provoquer un choc au toucher. 10 mA, donc ce sont des valeurs très très faibles. Ce sont des valeurs très faibles, mais qui peuvent provoquer des perceptions plus ou moins douloureuses, allant jusqu'à la contraction des muscles. Bien sûr, la durée, si ça dure, ça peut être méchant pour la personne qui va ressentir cette électrisation. Alors, à partir de 15 mA, c'est-à-dire au-delà de 10, on peut rencontrer l'impossibilité d'auto-libération, c'est-à-dire la personne ne peut pas se lâcher. 20 mA peut provoquer la tétanisation de la cage thoracique, c'est-à-dire on commence à avoir des problèmes au niveau des poumons, surtout si la durée est importante. C'est pour cela qu'on va voir qu'on doit couper très très rapidement le courant électrique en cas d'électrocution, parce que le temps il est important. 30 milli, ça peut provoquer la paralysie ventilatoire. 40 mA, ça peut provoquer la fibrillation ventriculaire au niveau du cœur. Alors 500 mA et une fibrillation ventriculaire. Alors 1 ampère, il y a problème d'arrêt cardiaque. Donc déjà, ces zones-là, on voit bien qu'ils sont représentés en rouge pour montrer qu'au-delà de 15 mA, c'est-à-dire quand on est dans des valeurs supérieures à 10, il y a un risque majeur. Alors pour des valeurs qui sont très importantes, lorsqu'on parle du courant électrique 1 ampère, 2, etc., donc sans l'arrêt du cœur, on peut avoir des dommages corporels très importants, des brûlures très graves, des mutilations, c'est-à-dire des arrachements des organes de la victime. Donc on voit bien que la valeur du courant électrique, plus elle croît, plus les conséquences au niveau de l'organisme humain sont fâcheuses. Et cette électrocution, elle est accentuée, c'est-à-dire elle est aggravée lorsque la durée du passage du courant électrique sur l'organisme est importante. De ce qui précède, on peut déduire les seuils suivants. 0,5 mA est le seuil de la perception de l'électrisation par un être humain. 10 mA, c'est le seuil de non-lâcher. Il y a début de la contraction musculaire qui provoque un collage de la personne. 30 mA, c'est le seuil de la paralysie respiratoire. 75 mA, c'est un seuil de fibrillation cardiaque. Donc il va y avoir des problèmes au niveau de la fréquence cardiaque qui peut aller jusqu'à la mort lorsque ce courant atteint 1 ampère. Les valeurs des seuils sont obtenues par des études et des calculs, mais ce sont des valeurs approximatives. Nous allons voir maintenant les facteurs aggravant l'électrocution. D'abord, il y a la valeur de l'intensité du courant et la durée du passage de ce courant sur le corps humain. Ce sont deux facteurs déjà vus. On va ajouter d'autres facteurs comme la surface de la zone de contact.
une électrocution avec des mains, avec des cheveux ou avec une autre partie du corps, en fonction de la surface de la zone de contact, les conséquences seront plus ou moins dangereuses. La même chose pour le trajet. Si l'électrocuté est traversé par un courant électrique qui va toucher son cœur, ou bien ses poumons, ou bien son cerveau, les conséquences vont être différentes. Il y a l'état de la peau. Un électrocuté ayant les mains sèches n'aura pas de conséquences comme une personne ayant les mains mouillées ou bien humides. On ajoute la nature du sol, la capacité d'isolation des chaussures portées. Donc on recommande toujours des chaussures bien isolées. On ajoute la fréquence du courant électrique et la nature de la tension. Donc la fréquence et la nature, c'est-à-dire courant continu ou bien alternatif, ce sont deux facteurs qui vont donner des valeurs différentes au niveau des seuils qu'on a déjà vus pour l'électrocution. Commençons par étudier l'influence de la nature de la tension électrique sur l'électrocution. Pour ce faire, nous allons comparer les seuils déjà vus en alternative courante par rapport à des seuils en courant continu que je vais appeler DC. Donc en comparant les seuils, on va voir est-ce que l'alternatif est plus dangereux par rapport au continu ou c'est l'inverse. Donc je vais présenter ici un schéma dans lequel on a les seuils de l'électrocution concernant le courant continu. Donc je vais le noter DC. Le seuil de la perception, il est de 2 mA. Et le seuil de la fibrillation cardiaque, il est de 130. Bon, celui-là, il n'est pas défini et je ne vais pas l'utiliser. Je vais prendre ces deux valeurs, c'est-à-dire 2 milli pour la perception et 130 pour la fibrillation en courant continu, et je vais les mettre sur le graphique de l'alternatif, en vue de faire bien sûr une comparaison. Donc je vais effacer ces croix-là. Donc ces valeurs ici, c'est pour l'alternative courante, et je vais mettre ici le courant continu DC. Donc pour la perception, c'est 0,5 pour l'alternative, et on a dit que pour le courant continu, ça va être à peu près 2 milliampères. Et pour la perception, plutôt pour le seuil de la fibrillation, il est à peu près égal à 130 milliampères. Donc, on voit bien qu'en courant continu, on perçoit le danger pour des valeurs supérieures à celles vues en alternative courante. Donc la perception de la faible valeur est à 0,5 en alternative, alors que en courant continu, il faut attendre jusqu'à arriver à 2 mA. Et pour la fibrillation, bien le seuil de la fibrillation, ça commence à partir de 75 mA en alternative courante, alors que ça commence à 130 milli en courant continu. Conclusion, le courant alternatif, il est plus dangereux que le courant continu. Donc là, il y a un risque plus important qu'en courant continu. Pourquoi? Parce que les seuils sont inférieurs, les seuils de danger relatifs sont inférieurs au seuil du courant continu.
Étudions maintenant l'influence de la fréquence du courant électrique sur le phénomène de l'électrocution. On peut dire a priori que toutes les valeurs des seuils et des effets du courant électrique en 50 Hz vont changer si on change la fréquence, notamment pour les hautes fréquences. Pourquoi? Parce que les organes et les cellules du corps humain réagissent différemment à des fréquences différentes. On n'aura donc plus les mêmes seuils et on n'aura plus les mêmes effets comme la fibrillation ou la sensation de la peau face à du courant électrique à des fréquences différentes. Prenons le cas de la fibrillation, bien le seuil de la fibrillation qui est égal à 75 mA en 50 Hz. On va l'analyser sur une courbe normalisée qui montre que ce seuil de la fibrillation est presque constant pour des valeurs inférieures à 100 Hz. Donc pour 50 Hz, on a 75 mA. Pour les valeurs inférieures à 100, on est au voisinage de 75 mA. Mais si on augmente la fréquence, on remarque que ce seuil ID va être un multiple de ID correspondant à 50 Hz, c'est-à-dire 75 mA. Donc c'est un multiple qui peut être 5 ou bien 10 ou bien 15 fois le courant représentant le seuil de fibrillation à 50 Hz. Conclusion, lorsqu'on fait augmenter la fréquence, on remarque qu'il y a variation du seuil de fibrillation, c'est-à-dire augmentation de ce seuil. Bon, ce phénomène, on peut l'étudier jusqu'à des centaines de Hertz. Mais pour des fréquences très supérieures à cette limite, il va y avoir d'autres phénomènes qui exigent des études avancées. Ceci étant dit, nous pouvons dire également que la fréquence, quand elle augmente, elle va provoquer une diminution de l'impédance de la peau d'un électrocuté. Alors, si l'impédance de la peau d'un électrocuté va diminuer, les brûlures vont s'aggraver. D'après ces deux études, on peut dire que la fréquence a une influence sur l'électrisation ou l'électrocution d'un individu. Nous allons voir maintenant la norme CEI 479 qui donne les courbes présentant le temps en fonction des intensités traversant le corps humain. Alors ces courbes vont nous permettre de distinguer 4 zones. Les deux premières ne sont pas dangereuses. La zone 1 où on va voir qu'il ne va y avoir aucune réaction du corps humain face au courant. Dans la zone 2, on n'aura aucun effet physiologique dangereux, alors que dans la zone 3 et la zone 4, on va voir que ce sont deux zones dangereuses. Dans cette illustration, nous pouvons voir les différentes courbes et les 4 zones représentées en fonction du temps, exprimées en millisecondes, et le courant électrique exprimé en milliampères. Nous pouvons voir dans la première zone une zone représentée en couleur verte, qu'il n'y a pas de danger
parce que c'est à partir de 0,5 mA qu'il va y avoir perception du courant électrique. Donc moins de cette valeur, on n'aura pas le ressenti du courant électrique par l'organisme humain. Alors, dans la zone bleue, il y a une faible sensation sans danger. Ça peut aller jusqu'à cette valeur représentée par B, c'est-à-dire 10 milliampères. Il n'y a pas de danger, mais à partir de 10 milliampères, si le courant est présent sur l'organisme humain et dépasse certaines valeurs du temps relatives, à ce moment-là, on risque de passer à la zone C. Donc, pour des valeurs inférieures à 10 milliampères, on est dans la zone 2, indépendamment du temps, il n'y a pas de danger. À partir de 10 milliampères jusqu'à 500 milliampères, on est dans la zone 2, il n'y a pas de danger, mais si l'électrocution ne dépasse pas cette zone-là, représentée par cette courbe. Alors, une fois on est dans la zone 3, il y a un danger du courant électrique. Alors, ce danger, on va dire que il va y avoir un danger, mais sans aucun dommage organique. Sauf qu'il y a probabilité de contraction musculaire et de difficulté de la respiration jusqu'à la zone C1. C'est-à-dire jusqu'à cette zone-là. Donc on est là. Donc il va y avoir des contractions, il va y avoir des problèmes respiratoires jusqu'à la zone C1. Possibilité de risque cardiaque dans la zone C, mais à ce niveau-là, il y a possibilité de risque. Donc si on veut résumer la zone C, on va dire que pour des valeurs dépassant 10 milliampères, si le temps est important, alors on va se retrouver soit dans la zone C, moins de C1, ou bien dans la zone intermédiaire entre C1 et C2, ou bien entre C2 et C3. Alors les risques vont différer, allant jusqu'à un danger sans dommage, jusqu'à des problèmes de respiration, des problèmes de contraction musculaire à ce niveau-là. Mais on peut rentrer dans la zone C où il y a un risque cardiaque. Ensuite, il va y avoir la zone représentée en rouge. C'est la zone 4. Alors, à partir de la valeur de 100 milliampères, si le temps est important, il y a un risque de pénétrer dans la zone 4. Pour des valeurs de quelques ampères, par exemple 2 ampères, avec un temps très très faible, il y a risque de subir les conséquences du courant électrique représenté dans la zone 4. Alors, quelles sont ces conséquences? Dans la zone 4, il y a risque d'arrêt du cœur. Donc, c'est une zone où il va y avoir un grand danger, il y a risque de mort. Il y a risque d'arrêt de la respiration et il y a aussi risque de brûlure grave, particulièrement lorsque les courants sont importants. Donc en résumé, il va y avoir 4 zones. Moins de 0,5, on est dans une zone où il n'y a pas de sensation de courant électrique. Dans la zone 2, c'est-à-dire à partir de 0,5 jusqu'à 10 milliampères, il y a sensation sans danger. Entre 10 et 500, il y a sensation avec danger, mais qui peut être grave si le temps augmente. Donc on risque de pénétrer dans la zone C3 où il y a un danger soit sans dommage important, soit avec des dommages importants, sachant ça selon le cas, ou bien on est entre
à des valeurs inférieures à C1, inférieures à C2 ou bien inférieures à C3. Dans la zone 4, il y a risque de mort à cause d'arrêt cardiaque, problèmes respiratoires ou brûlure grave. Pourquoi? Parce que le courant est très important. Donc voici ce que veut dire la norme CEI 479. Lorsqu'une personne est électrocutée, le corps humain va se comporter comme un récepteur d'impédance Z. C'est la valeur de cette impédance qui va déterminer le courant traversant le corps humain et provoquant des dégâts plus ou moins graves. Pour simplifier l'étude, on va considérer cette impédance comme une résistance R. La courbe suivante va me montrer que l'impédance R exprimée en kilo-ohm dépend de la tension de contact et de l'état de la peau. Donc, lorsque la tension de contact augmente, on remarque que la résistance va diminuer. La diminution de cette résistance dépend également de l'état de la peau, c'est-à-dire lorsque les conditions sont défavorables par présence d'eau dans une peau humide, mouillée ou une peau immergée, le cas d'une piscine, la résistance va diminuer. Donc, diminuer la résistance du corps humain veut dire que le courant va augmenter et va provoquer des dégâts plus graves. Pour illustrer cette résistance du corps humain et les conséquences qu'elle va provoquer lorsqu'elle va diminuer, nous allons voir cet exercice. Donc, soit un individu à peau sèche, au contact entre deux conducteurs actifs. Donc, il y a ici deux phases présentant une tension composée de 380 volts. Alors, quelle valeur de courant va recevoir cet homme? Donc, on va calculer le courant I. Et quelles sont les conséquences de ce type de contact? Donc, il s'agit d'un contact direct et les conséquences, on va voir en dressant le calcul correspondant à cette situation. Donc, puisqu'il s'agit de deux phases, on va tracer le schéma correspondant à cette situation. Donc, on a ici un système triphasé et la personne sera électrocutée en se situant entre deux phases. Donc, on a la phase 1, 2, 3. Et entre les deux phases ici, on a une tension U. Donc là, on a une tension U égale à 380 volts. Et la personne sera électrocutée en se situant entre deux phases. Donc une première phase, il y a un contact ici, et la deuxième phase, un contact à ce niveau. Donc si je trace le trajet du courant électrique, ça va être comme ça, et malheureusement ça va traverser des parties du corps, des organes vitaux comme le cœur, les poumons. C'est très dangereux. Donc pour faire les calculs, nous allons tracer le schéma équivalent. Donc ceci est équivalent à un générateur de tension U et on va remplacer le bonhomme par le modèle résistor, c'est-à-dire une résistance R. Donc la tension U ici est égale à 380 volts, donc on va noter 380 volts. Et la résistance, on va déterminer sa valeur. Comment? Donc on va prendre les deux paramètres, l'état de la peau et la tension de contact. Donc ce sont deux paramètres que je vais voir ici sur la courbe.
Donc nous avons une tension qui est égale à 380 volts ici. Et la peau sèche, donc on va suivre la courbe pour déterminer la valeur. Donc on voit bien que la résistance R sensiblement égale à 1 kilo ohm. Voilà, donc la résistance, elle est égale à 1 kilo ohm. Donc on va faire les calculs. Donc d'après la loi d'Ohm, dans ce schéma-là, on peut dire que la tension U est égale à la résistance R fois le courant recherché, courant I. D'où le courant I, c'est le rapport. Donc le courant U, c'est le rapport U sur R. Application numérique. Le courant I va être égal à 380 divisé par 1 kg, c'est-à-dire 1000 ohms. Donc le courant I sera égal à 380 milliampères. Alors la valeur de 380 milliampères, si vous vous rappelez, on a dit que la fibrillation, ça commence à, oui, donc c'est 0,75. Donc je vais rappeler, donc pour la fibrillation, on peut revoir ceci dans la courbe. Donc la fibrillation, c'est 75 milliampères. Donc on voit bien que cette valeur est très supérieure à 75 milli. Donc conclusion, donc je vais écrire la valeur ici pour répondre. C'est 380 milli. Donc l'individu par rapport au seuil de fibrillation cardiaque, il est à une valeur qui se trouve au-dessus, c'est-à-dire à une valeur supérieure au seuil de fibrillation. Donc on va vérifier ceci pour ceux qui ont oublié. Donc voici la courbe qu'on a vue en 50 Hz. C'est cette courbe-là en courant alternatif. Le seuil de la fibrillation, c'est 75 milli. Et l'arrêt du cœur, c'est cette valeur. Donc on va se situer à ce niveau-là. Dans la suite de cette présentation, nous allons étudier le disjoncteur différentiel. C'est un appareil de protection contre les contacts indirects et il est utilisé dans les habitations et dans les appareils ainsi que les machines industrielles. Nous allons nous appuyer sur le schéma général d'un appartement pour localiser le disjoncteur différentiel et comprendre son principe de fonctionnement. Donc nous distinguons dans ce schéma simplifié l'alimentation en monophasé de l'appartement, un compteur d'énergie, un disjoncteur de branchement, le disjoncteur différentiel qui fait l'objet de notre étude. Nous allons le délimiter. Et d'autres appareils, disjoncteurs différentiels ou autres, disjoncteurs divisionnaires pour protéger une partie de l'installation. Donc si nous analysons ce schéma, nous pouvons voir que tous les appareils sont alimentés par deux conducteurs, notamment une phase et le neutre. Donc prenons le cas du chauffe-eau ici. Nous avons une phase et nous avons le neutre. Nous constatons en outre
la présence d'un autre conducteur reliant toutes les carcasses des machines qu'on retrouve dans une maison. Réfrigérateur, cuisinière électrique, chauffe-eau, lave-linge, ainsi que certaines prises. Nous constatons que la couleur de ce conducteur, elle est en vert et en jaune. Donc c'est du vert et du jaune. Alors quel est le rôle de ce conducteur? De reliant toutes les carcasses à la Terre. Alors pour comprendre son principe de fonctionnement, nous allons nous situer dans le cas où il y a un défaut de masse. Supposons qu'un conducteur de phase va toucher la carcasse de la machine suivante, c'est-à-dire du réfrigérateur. Alors, dès l'apparition de ce défaut de masse, il va y avoir un courant qu'on appelle un courant de fuite qui va s'écouler à la Terre. On va le noter IF. Alors, ce courant de fuite va provoquer une coupure du disjoncteur différentiel. Pourquoi? Parce que, comme son nom l'indique, le disjoncteur différentiel mesure constamment la différence du courant entre la phase et le neutre. Alors, lorsque cette différence est égale à 0, il y a un fonctionnement normal, c'est-à-dire le courant qui passe par la phase va à la machine et revient. Donc, il n'y a pas de défaut. Mais le courant de fuite fait que cette différence va s'annuler et le disjoncteur va déclencher le courant électrique sur la partie où il y a un défaut, c'est-à-dire à ce niveau-là. Alors, supposons qu'on n'a pas ce courant de fuite détecté par le DDR, c'est-à-dire si on n'a pas un DDR ou on n'a pas, quand je dis DDR, ça veut dire dispositif de courant différentiel. Donc, supposons qu'on n'a pas la Terre et qu'il y a un défaut de masse. Alors, l'apparition du défaut de masse ne sera pas éliminée et par conséquent, s'il y a un utilisateur qui va toucher la carcasse de la machine, alors cette personne elle est reliée à la Terre et c'est cette personne qui va être traversée par le courant de défaut. Donc si elle va toucher la carcasse, alors c'est le courant de défaut qui va passer sur la personne. Donc c'est pour cela que nous devons mettre les deux, c'est-à-dire relier les masses de l'installation électrique à la Terre et utiliser un disjoncteur différentiel. Donc je vais supprimer cette dernière situation. Donc je reviens sur la situation normale, présence du conducteur de la Terre, défaut de masse, la masse sera écoulée à la Terre, présence d'un courant de fuite, détection de la différence du courant et coupure rapide. Alors toutes les machines et tout l'appareillage présentant une carcasse pouvant provoquer l'électrocution sera impérativement relié à la Terre. Vous pouvez reconnaître le disjoncteur différentiel dans une installation. Il peut être modulaire, comme celui-là, et souvent, le courant de défaut, il est de 30 ou 500 mA selon les cas, selon les situations d'utilisation du matériel par le personnel. Nous pouvons voir ici 3 types d'appareils: un disjoncteur de branchement, un disjoncteur différentiel
et un disjoncteur divisionnaire. Donc celui-là, il protège une partie de l'installation, mais il ne protège pas la personne. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas doté d'un dispositif de courant différentiel comme celui-là. Alors, dans un schéma électrique, nous pouvons voir un disjoncteur monophasé comme on peut rencontrer un disjoncteur triphasé. Donc voilà le symbole. Nous allons le mettre dans une autre diapo agrandie pour mieux distinguer les éléments du disjoncteur. Donc celui-là, c'est un disjoncteur différentiel triphasé. Nous remarquons ici que nous avons le courant, bien la sensibilité du disjoncteur, ainsi que le courant de protection de l'appareillage. Et nous avons ici un bouton de test pour tester l'appareil et également pour le réarmer lorsqu'il va déclencher suite à une situation de défaut donnée. Et voici maintenant le symbole d'un disjoncteur différentiel. Nous remarquons que en plus du dispositif différentiel qui va protéger les personnes, donc celui-là c'est la protection, donc protection des personnes, nous avons la protection ici du matériel, c'est-à-dire la protection de l'équipement, de la machine, des conducteurs, etc. Donc il y a deux types de protection dans un disjoncteur. Bon, ça c'est la protection thermique, c'est-à-dire il y a un déclencheur ici qui va détecter un courant de défaut, ce qu'on appelle le courant de surcharge. Et il va y avoir une coupure légèrement différée en fonction de la valeur du courant pour protéger le matériel. Et celui-là, c'est la protection du matériel toujours contre les courts-circuits et les surintensités. Et c'est une coupure instantanée. Pourquoi? Parce qu'une grande surintensité peut endommager le matériel. Donc c'est un appareil complet où il y a la protection du matériel et surtout la protection différentielle des personnes grâce à ce dispositif qu'on appelle un DDR. Étudions maintenant le principe de fonctionnement d'un dispositif différentiel à courant résiduel, qu'on note DDR. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur le schéma suivant, dans lequel on distingue en haut les contacts d'alimentation. Alors ces contacts peuvent être commandés manuellement à l'ouverture et à la fermeture. La coupure peut aussi se faire automatiquement lorsque ce déclencheur détecte la présence d'un défaut magnétothermique, c'est-à-dire surcharge ou bien surintensité pour protéger le matériel. Alors que ce dispositif appelé DDR protège les personnes contre les défauts de masse. Soit un récepteur monophasé alimenté par la phase et le neutre via le disjoncteur étudié. Nous allons le représenter par un rectangle et deux bornes. La première borne est traversée par le courant I, que je vais noter I1, et la deuxième borne sera branchée en neutre pour faire circuler le courant que je vais noter I2. Alors, le courant I1, c'est le courant de la phase. Il va traverser l'ensemble des organes du disjoncteur et bien entendu le DDR. Alors, en passant dans le DDR,
il va y avoir création d'un flux Φ1. Et le retour de ce courant I1 sera le courant I2, va créer un flux Φ2. Alors, on va distinguer deux cas de fonctionnement. Dans le premier cas, on va considérer qu'il n'y a pas de défaut de masse. Alors, dans cette situation, on peut dire que I1 est égal à I2, parce que le courant qui circule dans cette maille est le même. Par conséquent, il y a égalité des flux Φ1 et Φ2. Donc, si delta I, cette différence du courant est nulle, la différence des flux, c'est-à-dire le flux résultant, sera nulle. Je vais noter flux résultant égal à 0. Passons maintenant dans une deuxième situation où il y a présence d'un défaut de masse. Alors, dans cette situation, il va y avoir un courant de fuite qui va être écoulé à la Terre à travers le conducteur de protection que je vais représenter ici, relié à la carcasse. Donc, voici le courant de fuite qui va passer sur le conducteur de la Terre. Je vais la représenter par une résistance RA. Donc, dans cette situation, je peux dire que le courant I1, je vais utiliser la notation vectorielle puisque c'est un signe sinusoïdal, va être égal au courant I2 plus le courant de fuite. Donc, delta I, c'est la différence, c'est la différentielle du courant est différent de 0. Donc, lorsque delta I est différent de 0, qu'est-ce qui va se passer? Le flux Φ1 et Φ2 ne seront plus les mêmes et le flux résultant ici va prendre naissance pour créer une force électromotrice ici E. Je vais la noter E. Et cette force électromotrice va alimenter une bobine et va déclencher le disjoncteur. Donc, lorsque delta I est différent de 0, bien sûr, lorsqu'elle atteint certaines valeurs, à ce moment-là, il va y avoir déclenchement du disjoncteur. Alors, normalement, cette valeur de delta I, elle est normalisée. En général, delta I, elle est égale à la tension limite de la sécurité divisée par la résistance RA. Donc, normalement, il faut que cette valeur soit inférieure à une valeur provoquant un courant d'électrocution dangereux. Donc, si je prends ici, par exemple, une tension de 50 volts comme tension de sécurité, il faut que delta I soit inférieur à la valeur 50 volts divisée par la résistance RA. Alors, souvent, la résistance RA est très faible. Et cette condition delta I inférieure, donc delta I en général, on prend c'est égal à 30 mA dans des conditions sévères, c'est une haute sensibilité. Et parfois, on prend une valeur de 500 mA dans des situations moins sévères. Donc, plus le courant de la sensibilité delta I est grand, moins la sécurité est garantie. Alors, pour résumer ce fonctionnement, on peut dire que
Le principe de fonctionnement du DDR repose sur la différence de deux courants, l'un sur la phase et l'autre sur le neutre. Cette différence prend naissance lorsqu'il y a courant de fuite, ce qui provoque différence de flux, par conséquent une force électromotrice qui va alimenter une bobine qui va déclencher le disjoncteur. Il faut respecter la condition sensibilité ΔI inférieure à la tension limite que divise la résistance RA. Il faut penser également à travailler avec des résistances de terre très faibles. Les résistances de terre doivent être toujours vérifiées pour éviter le changement du fonctionnement du disjoncteur face à des résistances qui vont augmenter. Explication: lorsque RA augmente, même si on a respecté au préalable la condition ΔI inférieure à UL sur RA, le fait que la résistance va augmenter, on n'aura plus la condition de sécurité. En conclusion, nous pouvons dire qu'en dépit du danger du courant électrique et de ses effets néfastes sur le corps humain, il est possible de travailler et d'utiliser l'électricité à condition de respecter les normes de sécurité. Parmi ces normes, l'obligation de l'utilisation du disjoncteur différentiel permettant la protection des personnes. L'obligation de l'utilisation d'un conducteur reliant toutes les carcasses des machines utilisées ou de l'appareillage domestique à la terre. Le bon choix de la résistance de la terre et de la sensibilité du disjoncteur utilisé. Et enfin, l'utilisation d'un autre type d'appareillage protégeant votre matériel qui doit être conforme aux normes de sécurité. Nous vous souhaitons un bon usage du courant électrique et rappelez-vous que prudence est mère de sûreté.